Bien, on va reprendre. Deuxième intervention. Avec donc Jean-Charles Macera qui va faire un dialogue à une voix. Donc Jean-Charles, artiste protéiforme, multi-support, qui a écrit des textes littéraires, des essais chez POL, chez Vertical aussi beaucoup, travail de critique d'art, travail sur la photographie, performance sonore et visuelle. Et puis, on a la chance de l'avoir maintenant à l'université, puisqu'il est officiellement recruté comme maître associé, professeur associé, je sais pas. Et qui va donc nous parler du travail de Sophie Coiffier, travail lui aussi assez protéiforme et multisupport. Merci Julien. Oui, alors donc rebonjour. J'ai préparé une petite performance introductive où je me présentais moi-même, mais c'est mieux que... Non, j'ai dit comment je vais faire alors, parce que tout on est présenté. Bon, peu importe. Merci Julien. Oui, alors, c'est vrai que là, dans la présentation que je vais vous faire du travail de Sophie Coiffier, ça me fait drôle parce que je crois que la dernière fois que j'ai dû, à part en cours, de parler du travail d'une tierce personne, ça doit remonter à mes années de critique d'art, donc il faut situer ça à peu près en juin 2000. Voilà, donc ça un quart de siècle. Donc c'est un peu nouveau pour moi. Et puis, quand la journée s'est dessinée, quand on a pensé à cette journée ensemble, avec mes désormais collègues, j'ai vu que dans la programmation, il y avait Sophie Coiffier qui était invitée. Sophie Coiffier est une écrivaine et artiste, puisqu'elle a aussi beaucoup travaillé en tant qu'artiste plasticienne. Je la connais depuis très longtemps. Elle s'est mise à écrire après notre génération, j'ai envie de dire, et j'ai eu envie d'en parler. Et puis surtout, je n'avais pas lu ses deux derniers ouvrages, et j'avais envie de voir comment avait évolué son travail, qui est un travail assez singulier, pas du tout dans les clous. On a parlé de genre tout à l'heure. Un journaliste, une journaliste aurait dû... On va dire, c'est quoi? C'est un récit? On ne sait pas, on s'en fout en fait. Mais bon, c'est aussi pour ça que c'est un travail qui ne peut s'appréhender que par les questions, les visées et les formes qu'elle présente. Alors, Julien, au début, regrettait qu'on n'ait pas tous et toutes un intitulé pour nos interventions aujourd'hui. J'en ai trouvé un, Julien, hier soir, page 126, dans l'exercice du skieur. Mais je me dis, heureusement qu'on ne l'a pas publié parce qu'il y aurait eu moins de monde. Je pensais que ce qui convenait le mieux à la communication que je vais vous faire sur le travail de Sophie Coiffier, c'est une question qu'elle pose. Non, il n'y a même pas de question, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est comment rêver à partir de ce qui fout le camp. Je me suis dit, si on met ça comme titre, ça va pas aider. Enfin, ça va être un peu... Voilà. Mais le problème, c'est que là, on démarre à intensité basse et on va rester sur cette ligne de crête. Alors après, Sophie Coiffier, toutes les interventions ici se passent en présence des responsables, des autrices. Et moi, Sophie Coiffier est venue lundi et puis je parle après. Alors j'ai pris soin avant de venir de faire une longue visio avec Sophie. Et la première question que je lui ai posée, c'est Sophie, niveau latence. Alors elle me dit qu'est-ce que tu entends par latence? J'ai dit c'est une collègue chercheur, Julien Rowe, alors que j'avais bien écouté sa dernière intervention, donc j'ai répété fidèlement. Elle me dit ah bah si. Je dis merde. Si. Ah bah oui. Alors par exemple dans tel livre, par exemple dans tiroir central, il y a sous-jacent, c'est tout l'exercice du skieur sort de tiroir central, etc. Et je dis ouais mais quand même ton écriture c'est pas. Et en fait. La vraie latence dans le travail de Sophie Coiffier, c'est pas dans son écriture même, c'est dans les conditions de son écriture. C'est-à-dire dans les conditions de ce qu'elle met en place. Et les conditions de ce qu'elle met en place, c'est, entre guillemets,
ce qu'elle représente, ce qu'elle désigne, le réel, le monde, etc. Et ce qui est latent dans le monde contemporain, je l'apprendrai à personne, c'est que non seulement il ne va pas bien, mais surtout, en termes de projection, ça devient compliqué. En termes de projection individuelle et collective, ça devient très compliqué, ce qui pose des questions de vie humaine, de survie des espèces, etc. On ne va pas faire un rappel de tout ça, on le sait assez. En revanche, ça pose des vraies questions aussi à l'endroit minimal des pratiques artistiques et d'écriture, c'est-à-dire, on a parlé du futur tout à l'heure, en termes de projection, d'écriture faisant de latence, de ce qui est possible, de processus d'avènement, de possible et d'autrement, qui sont, j'ai envie de dire, les vrais moteurs de la création artistique et littéraire depuis plusieurs décennies, voire siècles. Parler de possible à cet endroit-là, ça devient compliqué, voire naïf, dans la mesure où ce sont des possibles de plus en plus contraints par des conditions d'être au monde et aux autres et d'écriture qui se réduisent. Voilà, donc là je lance un petit peu la thématique et ça va être comme ça jusqu'à la fin de la communication, je vous préviens. Parce que le travail de Sophie Coiffier est un travail très conscient à cet endroit-là. C'est-à-dire que dans tous ces livres, de ces premiers recueils presque d'aphorismes poétiques, il y a quelques 20 ans maintenant, jusqu'à l'exercice du skieur, son dernier ouvrage que vous pouvez trouver là sur les tables, publié à Lire des Marges, ou à Tiroir Central, son avant-dernier ouvrage, ou au Poète du futur, mais si un Poète du futur, c'est intéressant le titre. On a toujours, il y a quelque chose qui revient chez Sophie Coiffier, c'est partir des années de son adolescence, mais qui est une adolescence qu'elle approche de manière très presque sociologique, où elle parle de ces années un petit peu naïves et heureuses à certains endroits, de la sortie des 30 Glorieuses en Occident, de ces années où tout était possible dans la musique, dans les comportements affectifs et sexuels, dans la possibilité de vivre autrement, de s'opposer à l'idéologie, au gouvernement dominant, etc., dans la foulée finalement de ce qui devient maintenant un signe lointain, un 68, et où l'adolescence se réveille comme quelque chose non pas des années insouciantes, mais des années de remise en question de l'ordre, des ordres et de possibles, et qui prenaient des formes artistiques, des formes de choix de vie, de choix d'habitat, de choix de comportement artistique, sexuel, affectif, etc. Et en même temps, dans tous ces livres, arrive toujours la description de l'établissement d'une société globalisée, globalisante, occidentale, de plus en plus présente, qui accompagne ce moment de tous les possibles de l'adolescence, de ce qui va constituer non seulement l'alpha et l'oméga, mais les conditions d'existence et d'épanouissement, de développement de ces possibles, qui est, pour aller vite, si on employait une formulation cliché, la société de consommation. Enfin, voilà, les objets, la rotation rapide des objets, d'acheter des fringues de plus en plus différentes, des disques, des chansons, des modes. Allez, voilà. Il y a comme ça quelque chose qui accompagne ça et en même temps qui est extrêmement normatif et qui produit, on parlait d'affect tout à l'heure, et c'est marrant quand vous avez posé la question des affects parce que je vais faire je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais je vais aller directement à la citation de... Évidemment, je ne trouve pas, bon, c'est pas très grave. Ce qui interroge Sophie Coiffier au début dans ses premiers livres, c'est on a tous on partage la même culture, on partage les mêmes affects, on fait les courses le samedi dans les supermarchés. Elle grandit dans une ville nouvelle avec toute l'utopie de sortir de la centralité des capitales, d'une communauté heureuse qui serait dans chaque lieu où il y aurait de la culture, de quoi vivre, de quoi se nourrir, de quoi se rencontrer, des agoras. Et on voit très bien que petit à petit, cette esthétique a servi ce que les situationnistes ont appelé l'atomisation des foules. L'atomisation des foules, c'est à partir du moment où
chacune est dans son petit coin à consommer son petit objet, à regarder sa petite série, à jouer à son truc, à ne pas parler à l'autre. Et l'ennemi principal du capitalisme, c'est la réunion. C'est la révolution, mais c'est la réunion. À partir du moment où il y a, même dans les grandes entreprises, savent très bien, il y a une loi dans les entreprises qui permet, il y a un seuil minimal, quand on dépasse un certain seuil d'employés, de salariés, vous pouvez constituer un syndicat. Et nombre d'entreprises, au moment où on arrive juste à -1, N-1 le nombre de syndicats, on crée une filiale. Et au mieux, on crée un comité d'entreprise de représentants du personnel. Un comité, des représentants du personnel, mais jamais de syndicats. De même que dans la rue, toute l'histoire des sociétés occidentales, vous connaissez très bien, a consisté à canaliser, Haussmann à Paris, à faire des grands boulevards pour canaliser les mouvements révolutionnaires. Tout ce qui peut faire foule, à partir du moment où, même si c'est à partir de 3 ou 4, est considéré comme potentiellement dangereux. Donc, à partir de ce moment-là, vendre des modes d'être, des personnalisations, personnaliser vos vêtements, vos manières d'être, vos manières d'aimer, ça va servir, des logiques financières, économiques vont se servir de cette logique pour, peut-être pas nous asservir, mais en tout cas pour nous atomiser, pour faire en sorte qu'on ne se rassemble pas. Et la question qui se pose très tôt dans ces années 60, c'est qu'est-ce qui peut faire encore collectif, qu'est-ce qui peut réunir, qu'est-ce qui peut constituer encore un être ensemble. Et tout ce questionnement habite les premiers livres de Sophie Coiffier. Et puis, à un moment où elle parle plus de ça, d'un être ensemble, que d'écriture. Et ce qui m'a marqué dans le dernier livre, sur lequel je vais plus m'attarder finalement, je vais parler essentiellement de l'exercice du skieur, c'est que ce n'est que très tardivement, peut-être parce qu'il y avait un manque de confiance dans l'écriture ou une conscience ultra lucide de qu'est-ce qu'on peut inventer comme écriture dans les conditions contemporaines. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être une extra-lucidité qui a fait que la question a été repoussée jusqu'au peut-être un tiroir central et exercice du skieur. C'est aussi... c'est même pas comment continuer à écrire, comme on a pu poser la question au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la découverte des camps, la fameuse question, la poésie est-elle encore possible? L'écriture, la littérature est-elle encore possible après ça? Et aujourd'hui, elle se pose une question, il y a une variation de cette question qui se pose pour de toute autre condition. L'autre aspect central, avant d'entrer dans les problématiques posées dans l'exercice du skieur, que pose très rapidement et toujours Sophie Coiffier, c'est que cette façon d'habiller notre environnement, les villes nouvelles, la société de consommation, nous proposer de la musique ou des vêtements ou des manières d'être pour telle manière de sentir, de ressentir, pour tels affects, finalement, au lieu de servir la constitution de subjectivité autre, de subjectivité émancipée, de nous, de petits groupes de nous émancipés, ça a produit des affects un peu pas artificiels, mais ça nous a en tout cas éloignés. Debord dit ça très bien dans la société du spectacle. Ça nous a mis en position finalement d'un monde, pas en carton-pâte, mais un monde qui propose des représentations de lui-même. Vous allez au cinéma, vous avez des représentations de ce que pourrait être l'amour, de ce que pourrait être un événement. C'est comme si ces représentations travaillaient dans nos déficits d'être. C'est-à-dire, je ne sens pas assez, je vais au cinéma, il n'y a pas assez d'événements dans ma vie, je passe 2 heures dans les transports le matin, 2 heures dans les transports le soir, je fais 1 heure de queue à la poste, je suis en couple avec cette personne, mais on a à peine le temps de se voir, de se découvrir, parce qu'on a des horaires croisés, puis même on est en déplacement, et on est en déficit d'être, d'affect, de sexe. Il y a quelque chose de très fortement marqué dans les sociétés contemporaines à cet endroit d'être et de penser. Et souvent, l'art, au sens général, le cinéma, la littérature, intervient dans ces déficits finalement. On s'ennuie, il va y avoir un événement cinématographique, filmique, toutes les 15 secondes au cinéma. Si j'étais un peu vulgaire, je dirais c'est quasiment pareil dans la pornographie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un rapport presque pornographique à la culture. C'est-à-dire il y a un rapport de je vais aller chercher ce qui me manque, ou ce que je n'arrive pas à dire, ou ce que je n'arrive pas à penser, ou je vais aller chercher de l'autrement ou du meilleur dans l'art et la littérature.
Et ce qui, lorsqu'on retourne sur soi, lorsqu'on se ressent sur « Ok, mais moi, ça m'apporte quoi ou qu'est-ce que je ressens là ?» vous sentez en plus, finalement, de plus en plus en position de spectateur ou spectatrice d'un monde de représentation qui se déroule sans vous. Il y a des affects, c'est comme dans L'homme sans qualité de Robert Musil, début du XXe siècle. C'est des représentations, c'est même un cheval qui va vivre, qui va sentir les choses à votre place, qui va vivre les choses. On va vous représenter ce que vous pourriez vivre, ce que vous pourriez sentir, ce que vous aimeriez sentir, ce que vous aimeriez être. Et ça nous met dans une position d'incapacité croissante à être ici et maintenant pleinement, au temps dans lequel on se trouve, dans l'espace dans lequel on se trouve et aux autres. Et c'est ça qui habite le travail de Sophie Coiffier pendant très longtemps. Et puis arrive ce que l'on sent tous aujourd'hui, c'est que le temps qui excédait le temps humain, qui était le temps de la projection des communautés, des sociétés, des civilisations, des affects, le fameux futur, le lendemain, et comment autrement, se heurte à une question, à un mur qui est celui d'un futur qui est désormais non plus infini, mais qui se rapproche de plus en plus de nous. C'est-à-dire, à un moment donné, jusqu'à, dans certaines visions les plus pessimistes, non pas à aligner, à indexer le temps de vie humaine sur le temps de vie planétaire, mais où l'écart entre le temps de vie de l'humanité planétaire et le temps de vie à l'échelle d'une vie humaine est beaucoup moins grand qu'il ne l'était il y a ne serait-ce qu'une cinquantaine d'années. Et cette conscience aiguë de ce rapprochement des deux lignes, des deux durées finalement, des deux temporalités, produit quelque chose d'extrêmement difficile à l'endroit de l'adolescence, justement. Sophie, elle me dit, je ne sais pas comment font les ados aujourd'hui, parce que nous, on était dans cette projection, on a parlé de présentisme tout à l'heure, et Sophie Coiffier a employé le même terme, présentisme, une espèce de présentisme heureux, dans lequel c'est un éternel présent et qui va durer dans le futur. Et là, ce qui est très étonnant, c'est que c'est comme si on était perpétuellement face à l'idée que ce présent ne va pas durer, et puis surtout, c'est un présent qui se restreint et qui vous projette dans des futurs extrêmement canalisés. On est passé dans l'idée de, si on pense en termes de possible et d'autrement aujourd'hui par rapport à ce futur qui semble se rétrécir, et surtout rétrécir c'est possible, ces espaces où on va pouvoir vivre, ces espaces où on va pouvoir se repérer, se construire, ça devient, j'ai envie de dire, difficile en dehors de la fiction. C'est-à-dire que peut-être que la fiction n'a jamais pris autant de sens aujourd'hui que autant. Alors, ce qui serait possible dans la fiction, ok, mais alors, en termes de valeur d'usage de l'art ou de la fiction dans nos vraies vies, c'est mort. C'est-à-dire qu'on va pouvoir imaginer tous les autrement possibles, à moins qu'il y ait des contrôles, des logiciels qui contrôlent ce qu'on écrit, comme le futur qui est contrôlé tout à l'heure, dont on a parlé, et qu'on entre dans une logique que l'Europe et le reste du monde se trumpisent, où, vous savez, on est en train d'enlever certains mots de vocabulaire, certains mots de géographie, même le golfe du Mexique n'existe plus, donc vous imaginez, il n'y a pas que le IL qui va se sauter, le golfe du Mexique aussi. Donc, bon, voilà. Donc on voit bien aussi qu'il y a déjà à l'œuvre des gens qui ne sont pas du tout écrivains, mais qui réécrivent le monde en réduisant le vocabulaire, mais aussi, ce qui est très présent dans le travail de Sophie Coiffier, c'est la manière dont elle fait se rabattre les deux lignes temporelles, c'est-à-dire la ligne de l'écriture possible et la ligne du temps représenté, j'ai envie de dire du temps signifié, qui se rapproche du temps du signifiant, d'exercice, de la forme et du langage. Et pour ça, elle reprend des vieilles... Je vais vous lire quelques extraits qui résument et affinent ce que je vous ai dit, puis on va rebondir à partir de ça. Un des précédents livres, l'antépénultième, je crois, de Sophie Coiffier, s'appelle, dans le genre aussi déprimant, c'est pas mal, Paysage zéro. Je commence à réfléchir à l'idée de paysage, de rapport ce dont on va parler à Ottawa d'ailleurs. Et je vois Paysage zéro, je dis tiens, Sophie Coiffier, Paysage zéro, puis alors je commence à lire, je dis ah ouais,
c'est dire à quel point ton destin, au départ, est lié à la consommation, à l'esprit de la consommation. Tu es né dedans, dans les courses du samedi, comme une délivrance, ce qui nous est énoncé comme une délivrance, distraction de la semaine, du sérieux, des responsabilités, des drames familiaux. Tu es né là, expulsé par les portes souples d'un hyper de banlieue, matrice de toute pensée, de tout désir, jusqu'à ce que tu aies vu l'envers du décor. Bon, c'est un peu radical, c'est un peu, oui, la société de consommation. Je dis, ouais, ça va pas très loin, ça. Puis après, évidemment, ça va plus loin, parce que c'est dans la première page, elle ne pouvait pas en rester là. Et là, on en reste à l'idée de l'incapacité à être ici maintenant. J'ai lu ce que je lis, raconte ce que je viens d'énoncer tout à l'heure sur le décalage avec ce réel qu'on voit se dérouler devant nous. De même que le réel t'échappe toujours, le réel gamberge. Tu gamberges dessus de nos jours et puis tu meurs. Tu vas mourir là-dessus par cette impossibilité de t'emparer du réel, lequel te demande d'être, au fond, comme en surface, dans une hyper-réalité, dans une hyper-réalisation du réel. C'est-à-dire des sentiments qui sont plus forts des sentiments humains qui sont plus forts que dans la vraie vie, qui sont hyper dramatisés, hyper spectacularisés. On en revient à la société du spectacle. Presque des mâts provençaux qui sont plus mâts provençaux que les vrais mâts provençaux. Tout est plus. Une émotion amoureuse qui est 10 fois plus forte dans un film romantique français ou dans les livres de Barbara Clatland pour des anciennes générations que dans nos vraies vies. Donc tout est hyper réalisé, hyper plus fort. Dans une hyper réalisation du réel. Donc c'est de la 3D au microscope électronique. Tu es capable de te rendre compte de ce qui se passe derrière les choses. Mais nous, voilà. Alors, l'exercice du skieur là-dedans, qu'est-ce qui nous intéresse ? Ça raconte quand même quelque chose. C'est ce qui est raconté dans l'exercice du skieur, c'est la chose suivante. Alors d'abord, l'exercice du skieur, l'origine du titre, c'est que... Alors moi, j'ai un peu mal compris ce qu'a dit Sophie Coiffier, parce que j'ai l'impression qu'on était dans la même génération, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que toi, tu n'as pas été dans une école privée, moi dans une école publique ? Parce que moi, je n'ai pas eu ça à l'école. Et elle me dit, mais si tu te souviens, on avait... Mais en fait, elle était en public, on avait ça veut dire qu'il y avait plus de pluralité. On avait des exercices. On dit alors les anciennes générations, c'est si Bidule va acheter 30 œufs et en donne, etc. Il y a des exercices comme ça. Il paraît-il que notre génération, mais en fait j'étais mauvais élève à l'école, donc il paraît qu'il y avait des exercices du skieur. On prenait si un skieur dévale à une pente à telle vitesse, alors, etc. Alors peut-être que certains d'entre vous de ma génération, bientôt à la retraite, ont ça en tête, venez me sauver. Moi, je ne me souviens pas du tout de ça. Après, c'est vrai que ma mère voulait que je redouble mon CE1, mais bon, c'est un truc... Peut-être raison. Donc l'exercice du skieur, c'est très gentil au début comme point de départ. Mais ce qui commence à être inquiétant, c'est que Sophie Coiffier prend dans l'exercice du skieur à chaque fois si, etc. Quelles sont les probabilités pour que l'enfant devienne ceci ou cela ? C'est-à-dire que déjà, elle est dans une idée non pas de formatage, mais de conditionnement par l'enseignement, par la culture. On est plus dans des probabilités que dans des possibles. On est plus que dans du destin que dans l'écriture de soi ou l'écriture d'un nous. Bon, jusque-là, rien de grave. Mais où ça s'aggrave, c'est que l'exercice du skieur, un skieur, elle se souvient de ses sports d'hiver. Alors, Sophie Coiffier, l'avantage, c'est qu'elle ne se met jamais en avant. C'est-à-dire que l'exercice du skieur, quand elle part de ses vacances à la neige, c'est une catastrophe. Elle tombe tout le temps, elle est nulle. Quand elle sort pour un plan de drague avec ses copines, elle a des couettes pas possibles et pas la bonne tenue, donc le projet va avorter. Elle parle beaucoup d'humour. Sophie Coiffier, quand elle parle de son avant, c'est ratage sur toute la ligne. Donc esthétique du ratage. Mais la station sport d'hiver, c'est aussi la métaphore ou l'image de cette société de consommation et de cette société aussi où l'humanité gagne du temps sur la nature, sur la culture, se l'approprie, pète les montagnes, fait des pistes. La nature devient un décor de loisirs. Et puis, quand il y a un peu moins de neige, on utilise des canons à neige, etc. Et petit à petit, on a cette image d'une société heureuse et surtout inconsciente de ce qui est en train de se produire. Et puis, dans la deuxième partie du livre, parce qu'il y a une deuxième partie, on parle toujours de ski, mais c'est un film qui est tourné dans une station de ski. Mais il y a de moins en moins de neige, donc il y a beaucoup de canons à neige. Puis à un moment donné, il y a un éboulement.
Parce que le permafrost fait que les aiguilles tiennent plus, la roche tient plus, donc ça s'effondre. Et puis ça s'effondre sur le lieu de tournage. Et tout d'un coup, le lieu de tournage se trouve dans une station au présent où il n'y a même plus de traces du présent immédiat et il n'y a plus de traces du passé parce qu'il n'y a plus de neige et où on n'a même plus les moyens de reconstituer cinématographiquement une période révolue. Et donc on a ce récit comme ça aussi où les personnages doivent se projeter dans une situation assez récente à l'échelle de l'histoire d'une vie, mais désormais totalement impossible, comme si des siècles, même des millénaires, des ères glaciaires s'étaient passés. C'est que tout d'un coup, on entend très restreint, on n'arrive même plus à avoir un passé proche. Et donc ça aussi, ça pose une question assez... Je commence à positionner les questionnements qui vont jalonner le rapport à l'écriture de Sophie Coiffier. C'est que par rapport à une écriture d'un nous, une écriture d'un soi, une écriture de parler de collectif, c'est que même le passé très proche, mentalement, est en train de disparaître sous nos yeux. Qu'est-ce que tu entends par là, Sophie ? Elle me dit on est passé d'un éternel présent à un présent où l'on pense à un futur proche, mais plus prometteur, à cause d'un présent qui se dégrade, qui s'évapore. Je dis ouais, c'est marrant, j'avais pensé, quand je parlais de ta manière d'être au monde, de l'évaporation de soi. Elle me dit dans le titre de mon prochain livre, il y a évaporation. Bon, ok, d'accord. Alors moi, je lis une des questions qu'elle se pose encore dans l'exercice du skieur. La question serait finalement de savoir comment, depuis un passé collectif, on se bricole un espoir. L'espoir qui est au centre de la thématique de Bruit de langue, et pour des raisons bien compréhensibles. On se bricole un espoir, un avenir et des convictions politiques. Tout de suite, on interroge la réalité du passé commun. Sans doute est un passé en commun, mais est-il commun par ou ses représentations ? La difficulté pour répondre à cette interrogation est d'autant plus farouche qu'elle se heurte à des générations qui ont toutes peu ou prou les mêmes artefacts et des souhaits ou des espoirs a priori semblables. Bon, ça, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Je continue un petit peu. Exercice du skieur, page 72. On va arrêter de boire et de fumer, recycler le verre, composter, caresser les vers de terre survivants et se faire tout petit. La fête est finie. Enfin, elle est finie depuis longtemps. En réalité, terminée. C'est pourquoi un peu partout, on fait la fête à mort. Allez, une petite dernière pour la déroute. Ça commence à écrire, une petite dernière pour la déroute. Joli. Quelques années avant, dans Le Poète du futur, Sophie Coiffier écrit « J'écris depuis le futur. Je ne suis pas un robot, ni bot, ni God. Je décris un présent qui ne sera plus un futur pour personne. Un présent tourné vers un avenir impossible. La mort est désormais plus grande que nous. À mesure que grandit la responsabilité du désastre, je crie depuis le futur que le temps est contre nous, que les jeux sont contre nous. » Là, que les jeux, JE, c'est aussi intéressant parce que c'est-à-dire qu'on en revient déjà à cette logique de l'atomisation des foules, mais c'est aussi que, on a parlé d'empathie tout à l'heure, mais on peut parler aussi de stratégie de survie, comment je me protège, etc., ou qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle, et que cette question qui se rétrécit en termes de nombre qui sort du collectif, elle participe à l'éclatement de ce collectif possible. Et donc, c'est aussi nos subjectivités ou ce qu'on a mis en valeur, l'épanouissement de soi, l'émancipation, la liberté de pouvoir être comme on le désire, qui, paradoxalement, va progressivement aussi servir les intérêts majoritaires du grand capital, parce qu'on va vous servir des produits ou des modes d'être qui vont avec cette personnalité-là et qui va permettre de rester isolé des autres. Donc, de ne pas faire groupe, de ne pas faire nous, de ne pas faire sens commun. Et puis on en vient à la littérature. Tiroir central, avant-dernier livre de Sophie Coiffier. Elle me dit en fait il y a tout ça un petit peu en latence. Dans le chapitre c'est compliqué, tu l'as lu ? Je dis ouais c'est compliqué, oui. C'est les constats. Elle me dit oui. Un constat, c'est compliqué. C'est compliqué depuis toujours, mais là ça dépasse l'entendement au sens littéral. On fait dire aux mots des choses qu'ils ne disaient pas avant, ou bien on leur interdit d'en dire davantage. Imagine, tu désignes d'un doigt tremblant une chose, ton doigt tremble, car bientôt
tu ne sauras plus en dire quoi que ce soit. Avant, les mots paraissaient paisiblement à flanc de coteau. Ils attendaient patiemment qu'on les trouve, qu'on les ramène au lasso, qu'ils fassent un petit troupeau carré, alignant comme il se doit. C'est gentil. Les animaux dans un ordre harmonique. C'est la désignation de la création. Xème jour de la création. Vous désignez les animaux, la nature que Dieu a créée, vous les nommez. C'est le début du langage et du rapport entre le signifiant et le signifié du langage qui va vous permettre de nommer, de réorganiser le monde, de se positionner différemment, de se le représenter, de se l'approprier. Aujourd'hui, à l'image des ours bruns, des dauphins et du moineau domestique, les mots s'étiolent et disparaissent. À partir de là, dans l'exercice du skieur, on a un parallèle constant entre la disparition des espèces animales, par exemple, les animaux qui disparaissent, il n'y aura plus cet animal, et donc le mot qui va avec il disparaît aussi naturellement, parce que s'il n'y a plus d'ours brun, ours brun, ça va désigner un passé, mais tout d'un coup on rentre dans un rapport au langage qui est presque un rapport archéologique, et pas du tout un rapport au présent, à l'ici maintenant, et encore moins un rapport au futur. C'est-à-dire que dans le rétrécissement dans l'appauvrissement, dans la diminution des espèces, du nombre d'habitants, etc., dans la réduction des continents, parce que la mer monte, etc., la fonte des glaciers, la fonte du permafrost, ça va aussi avec la disparition des espèces et ça va aussi avec la disparition des espaces. Et si ces espaces étaient nommés, ces espèces étaient nommées, eh bien ça fait autant moins de mots dans le vocabulaire. Donc c'est-à-dire que là, on entre aussi dans la logique, ça court tout au long de l'exercice du skieur. Chez Sophie Coiffier, c'est qu'on a une attention constante à la réduction finalement du champ lexical, à la réduction des mots, des possibles et des matériaux pour représenter le monde et pour écrire, et pour faire littérature, et pour faire art, et pour faire poésie. Et de préciser un peu plus loin qu'il faudrait faire un manuel, une sorte de radeau de la méduse de l'imaginaire. Plan de cabane, machine-outil, do-it-yourself, comme on dit, la cuisine de A à Z, le potager pour les nuls, tout savoir faire dans une maison, combattre le mildiou. Pourquoi faut-il pailler, élevage de poules, pratique du troc, ça c'est la base. Mais ensuite, quel langage pour aller avec quel plan pour la planète? Donc, c'est pour ça que là, s'il y a latence, c'est du côté des conditions de l'écriture, donc du monde, donc de la planète, et puis du tout de l'écriture. Parce que l'écriture, tout d'un coup, le rêve de l'écriture qui permet de l'autrement, ou de travailler à l'émergence de possibles, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sent pas forcément au début d'un processus de création, dans le processus en cours, qui finissent par arriver, ceux qui arrivent littérairement ou artistiquement, cette perspective ne peut finalement continuer d'exister que dans une logique résolument fictionnelle où on décide on invente des trucs et ça n'a plus aucun rapport avec ce que l'on ressent, ce que l'on vit et ce qui est. Et que si on travaille dans une perspective artistique qui doit entretenir un rapport avec le réel, cette possibilité-là a disparu. Donc en fait, là, on se trouve presque à un choix, pas cornélien, mais c'est-à-dire on a « je fais fi de » ou « j'ai conscience de » esthétique du faire avec ou esthétique du faire fi. Et si un des enjeux de la littérature et de l'art consiste toujours à représenter, à nous représenter ici et maintenant, ce qui permet de se comprendre et de se représenter, de se donner à voir aux autres, et de s'émanciper des formatages, des déterminismes sociaux, culturels, artistiques, etc., si ce qui a été une des questions, une des visées fondamentales de la modernité, et ce qui en suit, ne peut plus se poser dans les mêmes termes, qu'est-ce à dire? C'est quoi la visée d'une démarche artistique et poétique à ce moment-là? À ce moment-là, c'est-à-dire que vous êtes plutôt dans un rapport du faire avec, et le faire avec fait qu'on n'est plus du tout dans cette visée presque émancipatrice de l'art et de la littérature.
Parce qu'il y a toujours une visée dans l'écriture de Sophie Coiffier. Elle se dit à un moment donné, toujours dans l'exercice du skieur, à la réflexion, oui, l'écriture est à la recherche d'un geste, d'une césure, d'une volonté d'alliance avec le monde. Mais alliance, on retrouve un peu le fantasme d'harmonie, de comment être bien ici et maintenant, sauf que si c'est une alliance avec un monde déjà qui est changeant à l'échelle presque de l'œil, ça devient difficile, et puis qui va vers une seule trajectoire et pas une autre, ça rend l'écriture finalement esclave, ça devient une écriture esclave du réel, esclave du représenté. C'est-à-dire que la représentation devient esclave de ce qu'elle représente et ne peut plus agir sur elle, ce qui est quand même assez flippant. Et ensuite, ça pose une autre question. Quant aux matériaux et composantes de la forme, si la forme est le langage, au sens littéraire du terme, et si on est dans cette logique de conditionnement ou d'assujettissement ou d'esclavage par rapport aux représentations, au monde représenté plutôt, est-ce qu'on peut faire art ou forme en dehors du langage? Compliqué cette question, vous avez 4 heures. C'est-à-dire que si le langage se rétrécit, s'il y a de moins en moins de mots, si même à la limite dans quelques années, 1984 était encore à une époque où on avait finalement beaucoup de mots, si c'est pire que 1984, si on a moins de mots, qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce qu'à partir du moment où la désignation de choses, d'idées, de concepts s'éloigne, voire disparaît, est-ce qu'on va encore pouvoir les penser? C'est la base. C'est-à-dire que si on n'a plus les mots pour désigner telle manière d'être ou tel désir d'autrement et d'ailleurs, est-ce qu'on va encore pouvoir se le formuler? Et si on peut se le formuler, est-ce qu'on peut se le formuler hors langage, hors mots, hors lexique? Bon, là, on a l'impression que je roule pour l'art contemporain contre la littérature, mais ça peut... Il y a des mouvements encore. Dans l'exercice du skieur, il y a un mouvement assez beau. Il y a un skieur paradoxal dans l'exercice du skieur. C'est un skieur qui est plutôt un sauteur à ski, qui s'appelle Steiner, plus précisément Walter Steiner, qui est un sauteur à ski qui a existé, qui est vice-champion olympique. C'est un sauteur à ski suisse qui est vice-champion olympique, qui a été vice-champion olympique aux Jeux olympiques de Sapporo en 1972, et auquel le cinéaste Werner Herzog a consacré un film qui s'appelle « La grande extase du sculpteur sur bois Steiner ». C'est l'exacte et littérale traduction de l'allemand dont je vous fais grâce. J'ai quitté Berlin en gros parce que je n'assurais pas en allemand, mais c'est des grosse Ekstase des Bildschnitzer Steiner. Donc la traduction française est vraiment littérale et juste. Et l'image que reprend Sophie Coiffier, Steiner, c'est la contre-image du skieur du dimanche ou du skieur de la société de consommation qui lui descend. Et le sauteur à ski, et dans le film de Werner Herzog, c'est le skieur qui essaye de rester le plus longtemps. On retarde au maximum la chute. On sait qu'il va y avoir la chute, mais c'est sur l'exacerbation, la mise en exergue de la puissance littéraire, on parlait de puissance littéraire, qui permet d'arriver à un état autre que celui que l'on connaît, et que l'on connaît quand on voit le skieur, on sait que le sauteur à ski va redescendre, va chuter. Et toute l'esthétique de Sophie Coiffier se situe dans la deuxième partie de l'exercice du skieur, qui est dans celui de la chute. Alors on me dit, Jean-Charles, il te reste 5 minutes. Oui, mais il ne fallait pas me donner Sophie Coiffier comme travail. Oui, donc je vais faire 5 minutes, t'en fais pas. Donc il reste 4 minutes 30. C'est un vol qui cherche davantage, alors je vais vous lire du Sophie Coiffier pour finir, ça sera mieux que ce que je vous raconte sur son travail. C'est un vol qui cherche davantage une destinée qu'une destination, comprendre que maintenant il n'y aura plus ni l'un ni l'autre, comprendre que la chute est consommée et que l'élévation passera désormais par autre chose que la grandeur ou la puissance, comprendre que l'ascension est maintenant une affaire mentale et que le geste, si geste il y a, s'accordera sans doute à une échelle plus réduite.
Dans la vallée, j'ai récupéré un vieux stock de cassettes, comme dans une foire à tout. Les bandes ont vieilli, forcément, ça grésille un peu, et cela donne au son un ton mélancolique, l'impression d'entendre des espèces déjà disparues. Le bruit du passé devient le son de l'anticipation. En attendant le cataclysme, tout un tas d'animaux nous narguent sur un écran. Depuis quelque temps, les algorithmes ne savent plus quoi inventer pour nous retenir prisonniers de la lumière d'un horizon bleuté, notamment en maintenant l'illusion d'une nature présente à portée de clic, des chats en panier, des chiots abandonnés, des loutres, des wombats, des perroquets, des chimpanzés. À l'échelle de chacun, toute une vie comme ça, imaginer la nuit qui vient chaque jour, c'est épuisant. En attendant de prendre un coup toute la mémoire du monde sur la tête, on pourrait faire comme jadis et envisager un programme de leçons à retenir dans son sommeil, enregistré sur cassette à bande, s'autodétruiront seuls dans quelques années le chant des oiseaux, de nos campagnes, le vrombissement des bourdons, des abeilles et maintenant du frelon asiatique. Apprendre d'autres langues, on serait ainsi à nouveau nus, juste au bord avant les mots, on n'aurait pas encore trouvé comment désigner les choses, ni cet animal, ni celui-là. Merci. J'étais un peu pressé pour qu'on ait le temps de discuter. Voilà. Et donc, j'ouvre la discussion. Merci. Moi, je trouvais ça super intéressant sur la notion d'atomisation des groupes. Et en même temps, par exemple, en tant que... Enfin, même quand on essaye de s'inscrire dans des modes d'action alternatifs, et même des modes alternatifs, je pense surtout à ça, l'idée de... Il y a une notion d'atomisation, mais il y a aussi une idée d'amalgamation, enfin, d'un nous, mais qui n'est pas constitué de nous, d'un nous qui est plus une masse informe qu'un groupe. Qui est plus ça ? Une masse informe qu'un groupe. Et je pensais, genre, par exemple, au fait que le capital... Enfin, sans rentrer dans tout ça, mais que le capital, il arrive à quand même commodifier la lutte qu'il y a contre lui-même et à vendre une version de la révolution et de la révolte qui est commodifiable et qui est voilà. Et je pensais au fait qu'on est atomisé et je trouvais ça super intéressant avec tout ce qui était sur les bâtards aussi, sur la notion de petits groupes qui se constituent de manière plus ferme. Enfin, j'arriverai pas à expliquer, mais qu'en gros, c'est un nous où on n'existe pas vraiment, contrairement à un nous, on existe dans notre individualité et dans tout ce qui fait ce que nous sommes, contrairement à un où, en fait, on lisse toutes nos aspérités pour faire en sorte que c'est acceptable. Enfin, je trouvais ça super intéressant. La manière dont vous évoquiez cette notion d'atomisation, parce que moi, comment je le vis, c'est pas du tout ça. C'est que j'ai l'impression qu'on commodifie même ma volonté de m'extirper du groupe et de la manière de la société de consommation et tout. Enfin, dans le fait de même manger bio, manger vrac et tout, il y a un truc super où en fait on revient à la consommation quand même et c'est super dur de s'en extirper. Enfin, voilà. C'est-à-dire oui, là, c'est de la récupération non-stop. C'est-à-dire on a été même nos slogans révolutionnaires sont récupérés. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi un aspect que j'ai pas pu développer, que j'avais juste évoqué en introduction, qui est les mots avec les glissements de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi un double mouvement. Il y a d'une part cette logique de récupération qui est à l'œuvre depuis très longtemps, depuis que le capitalisme a compris qu'il fallait prendre ce qui constituait nos désirs et nos représentations pour nous faire faire ce qu'elle voulait nous faire faire. C'était plus efficace que de nous dire si tu fais pas ça, tu iras en enfer ou en prison. Il n'y a rien de plus efficace que de nous faire faire de manière très plaisante ce qu'eux ont envie qu'on fasse. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est le glissement de sens, cette façon de récupérer aussi des affects, des mots, des sens, c'est que tout devient révolution, tout devient disruptif, et tout d'un coup, il y a aussi, c'est même plus des glissements de sens, c'est-à-dire une évacuation littérale, une désactivation du sens de beaucoup de mots qui font que les mots sont interchangeables et aussi qui nous laissent moins prise au réel et à une constitution un peu politiquement efficace. Oui.
Oui, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Et je rebondis justement sur cette question du langage. Vous parliez d'un amaigrissement en fait, du vocabulaire et du lexique à disposition et tout ça. Et en même temps, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en fait, sur la question du glissement de sens, Bernard Noël a développé cette idée d'une censure avec un S qui est en fait la manière la plus disruptive de vider en fait les mots de leur sens, qui est une manière pour le pouvoir de s'insérer vraiment jusque dans nos cerveaux pour nous faire croire qu'on a une liberté d'expression, etc., alors qu'on n'a pas du tout justement cette liberté de sens, en fait, de mettre en sens les mots que l'on croit avoir les libertés de penser. Et je trouve que c'est aussi une forme très intéressante. Et vous parliez du mot révolution, qui est aujourd'hui un mot de marque, en fait, enfin, qui est une image qui est partout dans les publicités, qui est partout dans les chansons populaires et tout ça. Et en même temps, chez Jennifer, enfin, des mots qui sont complètement aussi vidés de leur sens politique. Non, mais c'est vrai, c'est assez hallucinant, ce glissement de sens qui devient presque justement à la mode et qu'on a l'impression de penser librement. Et en fait, on est complètement aussi dans ce système du pouvoir, quoi. Enfin, on participe. Oui, sauf que là, même c'est un pouvoir, il y a quelque chose qui risque de se retourner contre cette logique qui était extrêmement articulée et pensée du côté du pouvoir et qui permettait, je veux dire, à des forces de pensée d'opposition de construire des contre-discours, un contre-langage, etc. C'est que le glissement de sens qui semble à l'œuvre aujourd'hui aussi, c'est que tout d'un coup, le même mot va regarder tout le débat autour de la question de l'antisémitisme. Je veux dire, c'est extrêmement parlant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de brouiller les contextes, de mélanger les contextes, on en arrive à... Tout le monde peut employer les mêmes mots, faire des actions complètement contradictoires, et qui fait que le réel qui était désigné par ces mots, parce que c'est là où on perçoit la gravité, c'est que le réel désigné par ces mots devient aussi complètement en inadéquation avec ce qu'on croyait être l'idée. Enfin, je vous rappelle quand même que récemment, c'est des représentants du RN qui sont allés discuter avec un gouvernement de droite en Israël d'antisémitisme. C'est même pas qu'on croit rêver, c'est-à-dire que là, on est passé à un autre stade. C'est-à-dire que le langage arrive même plus... Non seulement il a été récupéré, mais il a été tellement disséminé dans ses possibilités de sens qu'il peut renvoyer à toutes les représentations. Et c'est donc la prise du réel, la manière de l'appréhender, la manière même de s'y opposer ou de les critiquer devient extrêmement difficile parce que vous êtes avec des mots qui désignent plus forcément la même chose pour les uns ou pour les autres, quoi. Ça devient dingue. Et là, on a dépassé le petit problème du aimable au XVIIe siècle qui était digne d'être aimé et aimable quelqu'un sympa aujourd'hui. Aujourd'hui, ça pose des questions bien plus flippantes, quoi. C'est une question sur cette œuvre-là que je pose. Je crois qu'il y a eu des réponses dans la dernière citation, mais néanmoins je la pose. C'est un peu une réflexion qui est moins sur la gravité de tout ce qui est dit, mais sur l'aspect hyper lucide dont vous avez parlé, d'une écriture qui manifeste cette ultra-lucidité par aussi bien l'analytique que, évidemment, le poétique. Je pense, à propos de la réduction du nombre de mots, mais c'est aussi du contenu de ces mots. Je pense au langage des enfants, tout simplement, qui est renvoyé souvent au langage poétique ou perçu comme tel, parce qu'avec très peu de mots, ils vont les investir et ça passe hors des mots, évidemment. Vous parliez, dans la citation, il y a une histoire, le geste qui se réduit dans sa dimension, dans son temps, sa temporalité. Et j'ai presque entendu la geste. Et ça fait penser évidemment aux littératures très anciennes qui étaient dans des gestes, quoi. Et je pense aussi aux gestes parce que c'est ce qui sort du mot, ce qui dépasse, qui s'exprime dans ce qui n'est pas écrit. Et du coup, je me pose la question de l'enfance, le rapport à l'enfance, à l'inverse de l'extra-lucidité, enfin, qui est une extra-lucidité qui ne peut pas se raconter, de cet auteur, parce qu'au fond, avec des très peu de mots qui cognent d'une certaine manière, se dégage un sens que les mots n'ont plus, quoi. Voilà, c'est cette question-là de l'enfance, du rapport à une possibilité de réinventer des sens avec le peu de choses qu'on a. Oui, mais ça va être... Alors là, on est presque dans une logique j'allais dire presque picturale ou musicale, c'est-à-dire que vous
vous allez insister sur la texture d'un son, d'un mot, une sonorité, une musique, mais qui ne va plus désigner de manière articulée et critique et pensée un objet de représentation. Donc ça voudrait dire que ce qui me gêne dans cette approche, qui est séduisante, comme on est séduit en écoutant un morceau de musique qui nous plaît et qui touche l'affect directement, c'est que ça va nous laisser, comme seule dimension possible de l'art et de la littérature, une dimension de plaisir, de bien-être et de divertissement, et pas une dimension... Vous allez dire que je suis un peu le couteau entre les dents, un peu artiste-auteur militant, mais ça ne va pas nous laisser la possibilité d'opérer sur de l'existant. Je parlais plutôt pas de cette innocence-là, pas de l'innocence, mais de comment susciter la réflexion sans la donner, disons. Voilà. Susciter par le produit même du langage. Oui, mais à partir du moment où c'est un langage qui doit contourner des éléments de langage, des mots, des formulations, des systèmes de pensée, parce qu'un langage, une formulation, c'est aussi un système de pensée. C'est-à-dire qu'on voit bien l'attaque en règle du réactionnariat soi-disant anti-woke sur la modeste échelle du YEL. Ce qui est désigné, c'est pas qu'on attaque la belle langue, enfin s'il y a ça, mais ce qui est désigné, c'est le fait de pouvoir représenter une manière d'être au monde qui ne se reconnaît ni dans un genre normé masculin, ni dans un genre normé féminin. Et ce qui est attaqué là, c'est vraiment du réel. Si vous enlevez le mot, en plus, IEL, c'était assez joli. Enfin, ça va, ça sonne bien, je trouve, c'est joli, IEL. Et ce que vous désignez, c'est pas simplement, vous défendez pas simplement le grévis ou le bled. Vous attaquez une manière d'être. Et si vous attaquez une manière d'être, vous l'interdisez et vous la considérez aussi comme non existante ou comme une déviance. Donc, le problème, c'est que on est aujourd'hui, je veux dire. J'ai presque envie de dire, on n'a plus le droit à cette possibilité-là. En fait, moi, c'est en ça que le travail de Sophie Coiffier m'intéresse. Et en tant qu'artiste-auteur, c'est comme ça aussi que je me bagarre avec mes petits outils. C'est-à-dire que je me dis, Jean-Charles, si tu es lucide, tu n'as plus le droit à cette naïveté-là. Parce que moi aussi, des fois, quand je suis avec ma caméra, mon appareil photo, ou mon texte, ou tout d'un coup, quand je fais des objets divers et variés, ou quand j'ai plein d'essais que j'ai gardés, où je dis, ça, c'est assez chouette de faire ça. Je dis, ouais, mais là, il y a d'autres urgences. Et puis surtout, ça nous dit plus rien. Et puis, ça sert quoi? Ça sert une logique qui dit tenez-vous à l'écart de ce qui est en train de se passer. Comme vous n'avez plus de prise sur le réel, faites vos petits trucs de divertissement, faites-vous rêver autrement. Et puis nous, comme ça, je veux dire, la barbarie peut continuer tout droit, quoi. C'est ça aussi qui me gêne dans cette possibilité-là, c'est que la possibilité finalement d'un art qui était super émancipé à un moment donné est devenu un autre allié objectif des idéologies destructrices. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui ? De réflexions qui sont faites en fait sur la forme littéraire, à l'échelle vraiment de la littérature. Je vous renvoie à un ouvrage qui s'appelle Contre la littérature politique avec Nathalie Quintane notamment, parmi d'autres, mais qui justement réfléchit sur la question de la forme politique, comment créer une forme qui fasse réfléchir, qui mette aussi mal à l'aise le lecteur pour qu'il réfléchisse aussi sur la forme d'expression qui est utilisée. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant comme manière de redonner aussi du pouvoir à la littérature en mettant en branle aussi les manières de raconter, les manières d'écrire, jusqu'à dans la syntaxe en fait, jusque dans la phrase. C'est aussi Bernard Noël qui dit ça en disant qu'il faut désarticuler la phrase pour désarticuler les liens du pouvoir. Pardon. Non, vas-y. Parce que je fais comme ça. Oui, non, mais il y a quelque chose d'important, enfin, pour redonner du pouvoir à la littérature justement. Il faut aussi repenser jusque dans la lettre du texte et la forme que peut prendre le récit, l'essai, le manifeste, etc. Et ça, je pense que c'est... Ouais, enfin, moi, je me situe exactement dans cette ligne-là. Le dernier livre que j'ai publié, il est pétri de cette croyance-là. Occupy, masculinité et autres problèmes déposés.
Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette conscience qu'ont eu Nathalie Quintane ou Feu Pierre Alféry dans cet ouvrage, puisque l'ouvrage est sorti quasiment en même temps que sa disparition. Évidemment, on est dans ces croyances-là, sinon je ne serais pas à cette place-là, d'une certaine manière. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette lucidité-là. Je ne peux pas non plus faire comme si... Voilà, on est obligé de prendre en compte toutes ces questions auxquelles se colte plus. Finalement, c'est vrai que le travail de Coiffier, c'est un travail du renoncement par rapport à cette question d'absence de croyance, d'une certaine manière. Et le travail de Quintane, il serait, dans lequel je me reconnais assez, même si on a des partis pris extrêmement opposés quant aux formulation à développer, mais le point commun, c'est qu'on est dans cette logique-là de est-ce qu'il n'y a quand même pas moyen de... Voilà, sinon, je ne serais pas là, je ne serais pas essayé de venir booster des jeunes gens à faire autrement, à faire mieux, à dégager. Non, pas faire mieux, j'ai l'impression de reprendre les éléments de langage d'un politicien connu. Mais je veux dire, en même temps, si je suis là, c'est pour ça. Et là, je parle du travail de Sophie Coiffier. Donc, j'ai parlé du travail de Sophie Coiffier. Donc, évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, on ne peut pas faire fi d'une lucidité extrêmement précise comme celle de Coiffier dans l'exercice du skieur. Je crois qu'il faut terminer, c'est ça, Julien ? Oui, on va peut-être arrêter. Sinon, non, mais je ne vais pas la poser. On se retrouve à 14h. Ça, à 14h. Et donc, il y a un repas pour toutes celles et tous ceux qui sont invités, présents, voilà, qui sera servi dans la limite de... Je vais faire un petit point logistique. On avait réservé pour 35. De manière un peu floue. C'est-à-dire que c'est sûr, les invités, autrices, contributeurs, contributrices, tous les Master 1 livre et médiation, parce que bon, c'est quand même des sortes de vedettes de la semaine, ça a déjà été dit, mais il doit rester quelques places, il doit y avoir un peu de marge. Donc je veux bien, par exemple, là, si on fait un point sur les invités et les Master livre et médiation, est-ce que vous pouvez lever la main? Désolé, c'est bon, là, comme ça va me permettre... Ah oui, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. Vous voyez, on arrive à 18, 19. Ça veut dire qu'il reste à peu près 16. On a 4 dans le couloir, quelque chose comme ça. Donc, on va monter, mais n'hésitez pas à regarder et à vous incruster tranquillement pour remplir ces 35 places.